Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Potier. Je vous accompagne à obtenir votre numéro déclaration d'activité afin que vous deviez un organisme et également à la certification Calliope. Alors là, aujourd'hui, je vais vous parler des cas de refus que j'ai rencontrés depuis que je fais des NDA. Voilà, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont contacté suite à des refus et je vous ai fait un petit listing. Ça vous permettra déjà de voir un petit peu ce que la DRETS peut dire et également comment les éviter. C'est ça le but aussi. Le refus le plus classique, c'est le dossier incomplet. Effectivement, la DRETS vous demande une convention ou un contrat pour justifier que vous avez bien réalisé une formation. C'est la base même. Votre INSEE pour justifier que vous êtes bien professionnel. Votre casier vierge pour justifier que vous n'êtes pas interdit, parce que c'est interdit d'exercer quand on a un casier qui n'est pas vierge. Votre CV, vos compétences pour prouver que vous êtes bien formateur. La liste de formateurs, le programme de formation. Une fois que vous avez tout ça, le dossier est complet. Si vous oubliez un seul élément, certaines DRETS vont vous demander le document. Ils vont faire appel à vous par mail et d'autres non. Ça va être dossier directement refusé. Alors ici, la personne, en outre qu'elle a donné un document qui n'était pas daté et signé, c'est quand même la base, elle a oublié de donner la fameuse convention. Donc là, ça part très mal en effet, parce qu'ils ne peuvent rien vérifier et c'est comme s'il n'y avait pas de formation qui a eu lieu en fait. Il n'y a pas le détail du contenu de la formation, donc il n'y a pas de programme de formation complet. Et la copie des titres et qualités des diplômes reconnus en lien n'est pas transmise également. Donc là, c'est vrai que le dossier, là, il est vraiment irrecevable. Dans ce cas-ci, toujours pour un dossier incomplet, c'est bien dommage parce que ici, la personne, l'adresse lui a demandé des justificatifs supplémentaires. La personne n'a pas répondu à la demande de l'adresse, donc c'est refusé. Défaut de modalité financière. Alors là, c'est ce qu'on retrouve le plus fréquemment. Il y a beaucoup de cas de figure là-dedans, donc on va commencer par l'un des premiers. C'est que vous ne respectez pas les obligations du Code du travail. En effet, quand on fait de la formation professionnelle, la somme, votre apprenant doit vous payer la formation à la fin de la formation. Il n'est pas question qu'il vous paye à l'entrée de la formation ou quoi que ce soit. C'est à la fin. Si votre formation est longue, vous pouvez, par modules qui sont passés, demander à chaque fin de module une somme. Et ça doit être défini dans le contrat ou la convention. La somme qui est exigée à la fin de la formation, cette somme, vous pouvez demander un acompte. Cet acompte ne doit jamais dépasser 30% de la totalité. Si votre formation est à 1 000 €, vous n'avez pas demandé plus de 300 €. Ces 300 € qui servent d'acompte, je répète, qui ne dépassent pas 30%, vous pouvez les demander avant l'entrée en formation. Mais attention, il faut que ce soit après le délai de rétractation. Si vous signez la convention, par exemple, le 1er septembre, le délai de rétractation, il sera pour la formation à distance 14 jours plus tard. Donc, le 14 septembre, vous demandez l'acompte, et puis après, la personne, elle rentre en formation. Voilà, les jours qui suivent, par exemple. Ici, il est redit clairement, c'est le même cas de figure, qui doit être spécifié dans le contrat de formation. Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation. Cette phrase, elle doit apparaître dans le contrat de formation, c'est important. Il ne peut être payé à l'expiration de ces délais une somme supérieure à 30% du prix convenu. Le solde donne lieu à un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l'action de formation. Donc, n'oubliez pas de mettre bien cette condition-là, il faut bien le préciser. Alors, toujours dans les modalités financières, ici, on a une cliente qui a eu un refus pour défaut d'acompte et elle a fait une nouvelle demande avec le même client, la même formation, avec de nouveau le problème avec le délai de rétractation qu'elle n'a pas respecté. Donc ça, c'est bien dommage. Ça peut vous blacklister. La DRETS, elle garde tous les refus, toutes les demandes que vous avez faites, elle vous garde en mémoire. Donc si vous avez trop de refus, il arrive un moment, ce sera plus crédible et c'est possible que vous ne puissiez pas obtenir votre NDA. Toujours le même cas de figure. Ici, la DRETS, elle précise bien que le contrat a été conclu le 1er septembre. Et là, la cliente a demandé un acompte le 1er septembre. Donc, elle n'a pas du tout fait attention au délai de rétractation. Et là, c'est le refus direct. Même cas de figure, celui-ci, je vous l'ai mis également parce que là, il stipule bien, le contrat fourni ne comporte pas les mentions obligatoires du contrat de formation professionnelle, à savoir
les articles relatifs au délai de rétractation, les modalités financières, etc., etc. Donc c'est vraiment très important que ce soit mis. Après, vous n'êtes pas obligé de demander un acompte, hein, mais il faut que ce soit mis. Alors c'est un refus qu'on voit très, très, très souvent, que la formation n'est non professionnelle. Alors en effet, une formation professionnelle, c'est une formation qui suit un parcours pédagogique. Il faut que votre apprenant apprend quelque chose et que ça lui serve à des fins professionnelles. Ça peut pas être sur le compte, de loisirs ou quoi que ce soit. Ici, vous avez un bel exemple, hein, madame a suivi l'action de formation à faire un voyage au Brésil en mai 2023. Ça, c'est du loisir. Monsieur voulait améliorer son niveau de portugais pour pouvoir communiquer avec sa famille. Pareil, même topo. C'est à titre personnel. Donc à titre personnel, hein, c'est bien dit, hein, il y a aucun, il y a aucun objectif de formation professionnelle là-dedans, voilà. Il apprend rien pour, satisfaire à son activité. Alors clairement, hein, de manière générale, les actions qui ne visent pas une évolution des savoirs ou des compétences faire des bénéficiaires à partir de leurs connaissances, compétences, qualifications, voilà, ce n'est pas vu comme de la formation professionnelle. Ça ne rentre pas dans ce cadre, donc dans ces cas-là, ce sera un refus direct. Ils vont même pas chercher, quoi. Alors attention, hein, tout ce qui est de bien-être également, bien-être, tout ce qui est thérapie, ça ne rentre pas dans le cadre de la formation professionnelle non plus. Ici, on a un refus pour vraiment le cas concret, hein, c'est une formation, qui vise, voilà, qui ressemble plutôt à du bien-être. C'était une formation en massage et dans cette formation en massage, dedans, voilà, ça met en évidence pour le bien-être du client, le bien-être, voilà, ça passe pas. Même si nous, on l'entend comme ça, il faut que vous soyez vraiment sur une technique professionnelle de massage, par exemple. Mais en aucun cas, voilà, évitez de parler, de chakras, d'énergie, ça, il faut proscrire. Vous êtes vraiment dans une technique. C'est pour améliorer des compétences. Donc voilà, là, ça ne passe pas du tout. Alors, autre cas que je vois fréquemment, hein, d'ailleurs, c'est une question qui revient fréquemment chez les personnes qui me contactent. Voilà, moi je vous dis, il faut déposer une convention. Effectivement, je vous explique pour quelles raisons. Quand on fait une convention, donc vous allez former un professionnel, c'est une convention entre lui et vous et le professionnel, il est déjà dans un secteur d'activité et il va améliorer ses compétences avec votre formation. Il faut vraiment qu'il soit dans le même secteur d'activité. Hein, on prend l'exemple du massage, si c'est une, esthéticienne qui suit votre formation de massage, c'est OK. Par contre, si vous formez à titre personnel, voilà, une personne physique qui entreprend la formation à sa propre initiative et à ses frais, par exemple, on va prendre, la personne qui fait, on va dire, il y a la secrétaire, elle souhaite se former à massage. Donc la secrétaire, elle va de elle-même se payer sa formation. Elle va pas passer par son employeur, il va pas lui payer une formation comme ça, hein. Il va lui payer une formation, pour améliorer ses compétences au vêtement, faire de la reconversion. C'est là que ça prend tout son sens. Donc elle, elle se le paye à ses propres frais. Donc dans ces cas-là, il faut que la formation, elle débouche sur soit un diplôme, soit une certification ou alors rentrer dans le cadre de voilà, d'une formation qui est classée dans les conventions collectives. Faites très attention à ça. C'est pour ça, ne faites pas de contrat, à moins que votre formation elle soit CPF ou qu'elle soit diplômante. Mais bon, il y a peu de chances qu'elle le soit parce que vous débutez. Donc, vous devez impérativement faire une convention. Dans ce cas de figure, bah oui, effectivement, c'est refusé, hein, parce qu'il vérifie que la formation, elle délivre juste une attestation de formation. Si elle délivrait un certificat, ça voudrait dire qu'elle est CPF. Si elle délivrait un diplôme d'État, ça voudrait dire ce que ça veut dire. Donc voilà, ça rentre pas dans ce cadre-là, donc c'est refusé. Ici, c'est le même cas de figure, hein, la DRETS le précise bien, hein. Voilà. Le contrat conclu avec madame nanana prévoit la remise d'un certificat d'aptitude qui ne correspond de fait qu'à une simple attestation de suivi de formation. Ils ont vérifié, la cliente avait parlé d'un certificat, ils ont vérifié que c'était une attestation, donc ça rentre pas du tout dans le cadre, donc ça répond plutôt, voilà, il aurait fallu faire une convention. Mais si la personne n'est pas professionnelle, c'est pas possible de faire une convention. Donc c'est pas le bon client du tout.
Donc faites bien attention ici, hein, choisissez toujours un client professionnel dans le domaine où que vous allez dispenser la formation. Alors, refus pour défaut de signature, là, vous restez sur la troisième petite ligne ici. Les signatures scannées ne sont pas conformes. Quand vous faites des signatures électroniques, il faut laisser le certificat électronique dans la convention. C'est très important. Si par contre, vous avez réalisé, alors ça vaut pour les formations que vous faites, par exemple aujourd'hui, vous faites votre dossier NDA, vous faites signer votre cliente par voie électronique, tout correspond bien, voilà, la convention elle a été signée aujourd'hui et le certificat dit que ça a été fait aujourd'hui. C'est OK, c'est conforme, tout est OK. Si par contre la formation elle date d'il y a 15 jours et que vous voulez faire, voilà, hein, vous voulez antidater, vous voulez mettre la signature, faire voilà, un décalage comme ça, vous ne pouvez pas faire, vous n'allez pas pouvoir donner une signature électronique parce que ça va être dit que que la convention a été signée 15 jours en arrière et en fait, le certificat va dire que c'est aujourd'hui. Donc ce sera non conforme. Donc si vous faites ça, hein, parce que bien souvent, hein, vous faites une demande de NDA, ça veut dire que bien souvent vous avez fait de la formation depuis longtemps et vous n'avez jamais fait de déclaration d'activité. Ce n'est pas donc votre première convention, donc vous êtes déjà dans le faux. Alors pour remédier à ça, votre contrat que vous avez fait auparavant, celui que vous allez devoir faire là, il va falloir faire signer pour de vrai votre client. Vous vous arrangez comme vous voulez, mais il faut une vraie signature parce que vous n'allez pas pouvoir mettre de signature électronique. Sinon, ce sera un cas de refus. Voilà, ici, on revient un petit peu à les défauts de modalité, le délai de rétractation qui n'est pas respecté. Donc, quand c'est de la formation en présentiel, enfin, quand vous faites signer votre contrat comme ça, de visu avec votre client, c'est 10 jours de délai de rétractation. Quand c'est à distance, c'est 14 jours. Faites bien attention à ça. Donc voilà, ici, il y a bien le petit exemple, là, comme quoi les dispositions. Je vous en ai mis 3 de toute façon, hein, pour voir un petit peu comment la DRED présente ces choses-là. Donc respectez bien ce délai. Moi, ce que je fais, c'est que j'insiste bien, c'est-à-dire quand je marque cette phrase-là, je dis bien donc le délai, il sera fini, telle date, je le calcule moi-même et je mets la date dessus. Comme ça, au moins, il n'y a pas d'erreur. Défaut de prérequis. Alors ça, c'est un refus qui passe assez souvent aussi. Vous êtes nombreux à me dire que non, non, il n'y a pas de prérequis pour entrer dans ma formation. Alors c'est totalement incohérent. Parce que comme vous l'avez compris, vous devez faire une convention. Donc votre formation s'adresse à un professionnel. Qui dit professionnel du même secteur d'activité dit qu'il a déjà des bases. Donc bien sûr qu'il y a des prérequis. Si vous dites que c'est ouvert à tout public, sans qualification particulière par exemple, allez, c'est open bar, non, ça ne marchera pas. La DRED va conclure que alors si c'est ce cas-là, ça veut dire que ça débouche sur un métier en fait, ça débouche sur voilà, sur l'apprentissage de quelque chose de très long et votre formation ne va pas correspondre. Donc ils vont aller vérifier, hein, si c'est bien un titre RNCP ou pas, et ils vont vite trouver que vous n'apparaissez pas dans le fichier. Donc là, c'est le refus direct. Ah, refus pour objectif du stagiaire. Eh oui, le stagiaire qui fait votre formation, il faut noter un objectif professionnel. Pourquoi il fait cette formation? Il faut exactement dire qu'est-ce qu'il fait actuellement. Voilà, je suis professionnelle, je suis esthéticienne et je fais cette formation pour développer, par exemple, voilà, hein, le listing de toutes mes prestations que je propose, parce que j'ai de la demande. Voilà, ça va étoffer mon fichier client, ça va me permettre d'améliorer mon chiffre d'affaires. Ça, ce sont des objectifs professionnels. Voilà, je veux ajouter une nouvelle compétence parce que je fais ça dans la vie et il faut que je l'améliore ça. Donc si vous ne le précisez pas, ce sera un refus. Alors le refus pour émargement, non conforme. Alors ça, les émargements ne sont pas demandés lors du premier dépôt, hein, ni du deuxième, hein. Quand il y a un dépôt initial, c'est pas demandé, voilà. Par contre, si l'adresse vous demande, il faudrait, justifier-moi que la formation a bien eu lieu, j'aimerais bien les feuilles d'émargement. Vous lui envoyez les feuilles d'émargement, il faut que la feuille soit conforme. Donc dedans, il faut qu'il apparaisse la date de la formation, le nom du formateur, les signatures, ben oui, il faut qu'elles soient signées et des vraies signatures. Il faut que votre apprenant, on voit bien qu'il a été présent au matin et dans l'après-midi, par exemple. Donc ça, c'est impératif. Voilà. Alors ça, c'est quand même bien dommage quand l'adresse vous demande de donner quelque chose de supplémentaire et que vous ne répondez pas. Ça, c'est vraiment le refus qui est largement évitable.
C'est dommage de gâcher ça et ça se rencontre souvent. Il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas. Pourtant, vous recevez un mail et sinon, hein, il faut aller, hein, tous les jours voir, quand vous faites un dépôt, voir où ça en est. Parce que des fois, vous allez voir apparaître le petit carré comme quoi il y a un mail qui est là pour vous. Donc, essayez de ne pas, oublier ça. Ce serait dommage d'avoir un refus pour ça. Alors ici, nous sommes dans le cas d'une facture irrecevable. Et oui, une personne à la place de la convention, elle a donné la facture et c'est pas une pièce qui est acceptable pour la DRETS. Donc je rencontre beaucoup de gens aussi en colère, au niveau de la DRETS. Ne soyez pas en colère, ce sont des agents qui appliquent le code du travail. Ils sont, voilà, ils sont mandatés pour ça. Donc ils appliquent vraiment ça. Donc si, vous ne respectez pas, ce qu'ils appliquent, eux, ils vont pas chercher plus loin, ils sont pas là pour vous juger, ils sont là pour voir si votre dossier est conforme et qui répond bien à toutes ces obligations. Donc effectivement, hein, si vous donnez une facture au lieu d'un contrat ou une convention, oui, c'est le refus direct. Bon, j'attire votre attention aussi, hein, ici, vous voyez le client, il a proposé le 31 mai 2024 une formation pour un coût de 42 000 €, hein. Alors je ne sais pas ce qu'il vend comme formation, mais là, bon, soyez cohérents aussi, hein, ça a l'air vraiment être insensé une formation à ce prix-là. Alors les refus pour l'exercice illégal de la médecine, ça c'est très grave. Il faut faire très attention, hein, le secteur, du bien-être est très réglementé, hein, à cause de ça justement. Donc voilà, il faut savoir, là où vous vous positionnez. Donc ici, c'est une personne qui a déposé, pour un massage. L'adresse est allée sur le site du massage et a lu tout ce que ça disait. Donc dedans, ça parle de soins holistiques, ça parle de voilà, passant par le crâne, par le cœur jusqu'au ventre combiné, les huiles essentielles, et cetera, les vertus des différentes émotions. C'est une thérapie avec une anamnèse de début. L'anamnèse, les seules pratiques qui ont le droit d'utiliser ce terme, ce sont les médecins. Donc, si vous n'avez pas de titre de médecin, n'utilisez pas ce mot, ce sera refusé. Donc voilà. Donc, et faites attention, hein, quand vous déposez, ils vont aller voir votre site internet, ils vont aller voir les réseaux. Ils vont pas se contenter d'être juste devant ce que vous leur avez fourni sur papier, hein. Donc, ils vont vraiment tout vérifier. Donc, il faut que ce soit cohérent et n'utilisez certainement pas tous des termes qui se rapportent à la médecine. Donc là, vous êtes sûr que c'est totalement refusé. Alors là, dans cet exemple, c'est le même cas de figure, hein. Ici, on parle de contre-indication, telle qu'indiquée dans la fiche de présentation de l'action, nécessite un diagnostic médical. Voilà. Si les contre-indications nécessitent un diagnostic médical, eh ben c'est tout, hein. Ça se rapporte au médecin et vous n'avez pas le droit, c'est exercice illégal de la médecine. Alors attention à toutes les formations qui parlent de drainage lymphatique. Donc là, nous sommes dans le milieu du massage, bien entendu. Voilà, drainage lymphatique manuel, c'est réservé aux kinés. Et si vous n'êtes pas kiné, eh ben, vous ne pouvez plus. Alors les esthéticiennes ont le droit de faire du drainage, mais voilà, celui-là est réservé aux kinés. Donc faites très attention. Et puis revoyez vos contenus de formation, revoyez tout ça pour que ce soit cohérent. Alors, ce cas de figure est super intéressant. Alors, c'est une personne qui a dit à la DRETS qu'elle faisait une formation le 6 et le 7 mars. Et la DRETS, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va aller taper votre nom, elle va regarder sur vos réseaux, elle va regarder partout. Et là, voilà, cette personne, bien sûr, elle a un réseau. Et là, c'était pas la même date. Elle avait déjà une autre formation de prévue à cette date-là. Donc, bien évidemment, la DRETS, qu'est-ce qu'elle conclut? Que c'est totalement faux. Et attention, hein, tout faux, c'est passible de, voilà, de poursuite auprès du procureur de la République. Alors, les refus pour les compétences qui ne coïncident pas, donc il y a quelques cas de figure un peu différents. Voilà, ici on a une personne qui dispense une formation, on va dire massage bidule, et elle donne voilà, elle a donné tous des attestations de formation qui n'ont rien à voir avec la formation qu'elle dispense. Donc là, c'est pas recevable. Elle ne prouve pas qu'elle a les compétences dans le massage qu'elle propose. Donc, soyez très cohérents là-dessus. Même topo ici, hein, la personne, voilà, elle a fait une formation lissage brésilien, elle propose une formation massage madéro-sculptant. Donc, rien à voir avec la formation de lissage brésilien. Donc là, ça n'a pas été reconnu non plus par la traite.
Alors voici, dans cet exemple, c'est bien dommage parce que la personne, elle a 25 ans dans le commerce, donc et elle a une expérience super solide, à avoir formé, du personnel, donc elle a des compétences de formatrice. Ça, c'est un fait. Mais elle propose un massage californien et dedans, elle, montre comme attestation, elle montre bien l'attestation de massage californien, mais cette attestation n'est pas conforme. Il manque, voilà, les dates, la durée de la formation, donc elle n'est pas valable. Elle ne peut pas attester que, bah, que cette personne, elle a bien les compétences nécessaires. Alors je voulais ajouter un petit truc aussi sur toutes ces attestations qu'on vous délivre, hein. Faites attention, hein, tant que c'est pas de la formation, CPF, tant que c'est pas de des diplômes, la seule notion qui doit apparaître sur les attestations, c'est le mot attestation, voilà. Vous devez vous retrouver avec une attestation comme quoi vous avez bien réalisé cette formation-là. Dedans, il doit y avoir la date, le nom de la formation, le nom de celui qui vous a formé, le lieu de la formation, voilà, les horaires, et cetera et cetera. Tout doit être noté. Donc s'il manque une notion comme ça ne va pas. Il doit y avoir aussi les données de l'organisme de formation, son SIRET, son numéro de déclaration d'activité. Vous ne pouvez pas vous faire former par un organisme qui a pas de numéro de déclaration d'activité parce qu'il est obligatoire ce numéro pour être, organisme. Donc faites attention à quel, voilà, quel justificatif vous donnez parce que tout cela, ils ne seront pas valables. Donc vous avez le droit de demander, hein, ceux qui vous ont formé de vous délivrer une attestation conforme. Malheureusement, si vous avez été dans des organismes qui n'ont pas le NDA, là, bon, bah, c'est tout, hein, vous pouvez plus rien faire, vous pouvez jeter votre titre à la poubelle. Toujours dans le même cas de figure, ici la DRED, ça le précise bien, hein, ici c'était marqué certificat et diplôme. Donc ils disent bien que ces termes sont de nature à induire en erreur les stagiaires quant aux qualifications de l'intervenante. Donc là, c'est refusé, quoi, parce qu'eux, ils vérifient du coup s'il y a une certification derrière, et comme il n'y en a pas, voilà, donc là, c'est refus catégorique. Défaut de siège social. Donc là, déjà, je vais vous dire l'exemple et je vais vous rajouter quelque chose en plus. Donc ici, la personne a dit que son siège social, c'était tel endroit. Sur l'INSEE, c'est un autre siège social. Et puis voilà, donc il n'y a rien qui correspond, c'est pas possible. Donc le siège social qui apparaît sur votre INSEE doit apparaître sur la convention. Vous ne cherchez pas plus loin. Voilà, c'est comme ça. Ça doit vraiment coïncider. Alors, j'ai eu plusieurs fois le cas de figure de clients qui ont un siège social, qui ont, comment ça s'appelle déjà? Une domicialisation. Voilà. Alors, si c'est votre cas, ce sera refusé par l'adresse. Voilà, en effet, hein. Ce genre d'adresse n'est pas considéré comme un lieu de formation. Et il y a un article qui dit que il doit y avoir vraiment un lieu de formation. Donc, si vous faites de la formation à distance, eh ben, c'est votre siège social et c'est à distance, donc ça, c'est pas chez vous, mais c'est un vrai lieu. Le siège social réel, que ce soit votre habitation ou une adresse professionnelle, oui, ça c'est valable. Par contre, une domicilialisation, non, parce que c'est pas votre adresse à vous, c'est quelque chose de général. Donc ça n'atteste pas que vous faites vos formations là-bas. Par contre, oui, si vous louez un lieu exprès pour la formation qui n'est pas du tout le même siège social que votre entreprise, oui, ça fonctionne. Là, il n'y a pas de problème. Donc faites attention à ça aussi. Alors ici, ça a été un cas de figure super intéressant, mais pas négligeable. Donc, voilà, cette personne, à la date où elle a fait son dépôt de NDA, enfin, à la date où elle a fait sa formation, elle n'avait pas encore d'INSEE. Donc, c'était en cours. Donc, faites attention. Regardez bien la date à laquelle ça a été créé votre entreprise, parce que la formation, elle doit être après, le jour même ou après, mais pas la veille et encore moins avant. Donc, ça, c'est très important et ça vaut pour refus du NDA, bien entendu. Alors, la petite info, hein, manque de cohérence, hein, voilà. La convention, elle indique que la formation est faite à Villemandeur, alors que le programme de formation prévoit que celle-ci aura lieu à Angers. C'est pas cohérent, donc il suppose que le dit programme provenant visiblement d'un document utilisé par un tiers. Donc voilà, c'est mis dans la catégorie éléments falsifiés. Ça, c'est à savoir. Alors ça, c'est intéressant aussi. Ça, c'est un organisme. Alors là, on est sur l'attestation qui est délivrée à la fin. C'est un organisme alors qui a bien tout fait, hein. Il a mis tout ce qu'il fallait sur son attestation, sur son petit diplôme. Vous voyez le format. Sauf que, entre-temps, elle a eu son numéro de déclaration d'activité. Donc, elle l'a fait remettre
sur les attestations de ses anciennes clientes. Et quand la cliente a déposé le NDA, bien évidemment, ça ne correspondait pas parce que la cliente a été formée le 7 mars et l'organisme a eu son NDA bien après. Donc voilà, pour eux, c'est pas possible. C'est parce que normalement, le numéro était inconnu à cette date-là, donc ça veut dire que c'est un élément falsifié aussi. Donc c'est irrecevable. Donc dans ces cas-là, c'est possible de moi ce que je fais, c'est que quand il y a une rectification comme ça, je mets un petit tampon sur, l'attestation, comme quoi, document, voilà, formation délivrée telle date, mais les données ont été, mises à jour suite à l'obtention du NDA à telle date. Voilà. Comme ça, au moins, il y a pas de quiproquo, au moins vous prévenez. Alors, petite récap, surveillez bien d'avoir un dossier bien complet comme il est demandé. Fournissez toujours une convention. Surveillez bien que votre formation, elle est bien dans le cadre de la formation professionnelle, c'est-à-dire qu'elle a un objectif professionnel, hein, notamment un ajout de compétences dans le cas de la convention. Attention à la réglementation dans le secteur du bien-être, très important. Les mots à éviter, l'exercice illégal de la médecine. Pour les modalités financières, faites bien attention aux délais de rétractation, à l'acompte, pas plus de 30%, et que la formation soit payée toujours en fin de formation. L'INSEE, veillez bien à ce que votre date d'inscription en tant qu'entreprise, voilà, vos formations soient après cette date-là. Surveillez bien vos compétences. Attention aux attestations qu'on vous a délivrées. Vérifiez si l'organisme a un NDA. Et puis, répondez toujours aux demandes de l'adresse, hein. Surveillez le compte MAF. Allez-y au moins une fois par jour pour être sûr de ne pas rater ça, hein. Pour tout ce qui est demande de l'adresse, vous avez 15 jours pour répondre. Vous souhaitez éviter toutes ces erreurs, j'ai créé 3 abonnements. Donc d'abord le NDA facile. Celui-là, c'est un accompagnement autonome. Vous créez votre dossier vous-même. Il y a une assistance interactive pour suivre tout l'avancement du dossier. Vous prenez rendez-vous, on corrige ensemble pendant 1 heure, on dépose votre dossier sur le compte MAF et là, vous partez sur un dossier hyper conforme. Une fois que vous avez validé votre inscription, voici le petit déroulé. Je vous fais une petite démonstration. Vous allez atterrir sur cette page ici. Ici, vous allez cliquer, vous allez pouvoir créer votre compte MAF, télécharger votre INSEE, créer la convention en interactif. C'est un document PDF que j'ai mis en place. Il ne vous reste plus qu'à la remplir. Pareil pour le programme de formation. Vous remplissez vos données et moi, je les récupère. Ici, vous remplissez la liste formateur de la même manière, toujours en interactif. Là, vous avez possibilité de créer votre CV avec une petite astuce, hein, pour obtenir un CV gratuitement. Ici, on télécharge le casier judiciaire et il ne vous reste plus qu'à réserver votre créneau avec moi, hein. On bloque 1 heure et on se voit pour corriger tout ça. Ensuite, si vous êtes sous-traitant, alors c'est la même démarche, un peu moins lourd parce qu'il n'y a pas de convention à faire, hein. Donc, de la même manière, vous créez votre dossier en toute autonomie, il y a l'assistance interactive et vous prenez l'heure de correction avec moi. La démo, après avoir réservé votre heure de correction, voilà, vous créez votre compte, votre accès MAF, hein. Si c'est déjà fait, ben, vous me donnerez vos données pour que je puisse y aller en même temps que vous. Téléchargez l'INSEE. Là, ici, vous préparez la preuve de la réalisation, le contrat de sous-traitance. Ici, vous préparez le programme de formation, hein. Vous n'avez juste qu'à le récupérer à votre à votre donneur d'ordre, pardon. Ici, la liste formateur, on la fera ensemble. Ici, compétences formateur, donc vous regroupez toutes vos données, le CV, vous téléchargez votre casier et voilà. Et il ne reste plus qu'à attendre l'heure que vous avez déjà pris. Et si vous n'avez pas envie de le faire seul, que vous ne voulez pas être en toute autonomie, que vous préférez que je vous accompagne, eh bien, il y a le pack NDA. Alors là, on fait le dossier ensemble, hein. Vous venez avec vos données, je crée la convention pour vous. Je crée la liste formateur. Je mets en place votre CV. Je vous mets en place votre gestion via le logiciel Digiformat. Donc, vous serez complètement réglementaire par rapport à l'adresse. Vous pourrez créer des conventions en automatique et en faire plein d'autres actions. Voilà. Vous ne serez pas embêté s'il y a des contrôles de l'adresse. Tout ça, c'est sur une matinée. Ça dure 4 heures qui sont scindées en 2, bien entendu. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, hein. Retrouvez toutes mes coordonnées en dessous de la vidéo, hein.
avec les liens utiles pour pouvoir bénéficier de mes accompagnements. Je vous dis à très vite.